Ready? Thank you so much for your patience. Again, good morning, everyone here in Washington, D.C. Bonjour à tous à Washington et bonjour à tous ceux qui sont avec nous à distance à l'occasion de cette discussion ouverte. Nous avons Monsieur David Malpass, le président de la Banque mondiale. Je suis Massi Oué. Comme un grand nombre d'entre vous le savent, c'est l'un des éléments clés de nos engagements pendant l'Assemblée annuelle. C'est là que vous rencontrez le leadership, les plus hautes autorités de l'organisation. Vous pouvez leur faire part de vos préoccupations, de vos priorités de développement. Et nous avons tous, en fait, des programmes communs. Je suis donc ravie d'avoir avec nous aujourd'hui le président David Malpass, qui, nous sommes désolés, il arrive de la réunion du G24. Il va nous en parler tout à l'heure. Il a avec lui des membres de la haute direction. Je vais vous dire de qui il s'agit. Je les connais surtout par leur prénom. Elena de la IFC, qui va arriver pour la séance de questions-réponses, mais David est là dès le début. Nous avons Manta Mati, vice-présidente du développement des ressources humaines, Nyagen Bokler, vice-présidente pour le développement durable. Et avant que nous ne commencions, je sais que nous avons 1 heure à peine, voire moins, mais il faut que je vous mentionne quelques éléments des tendances pour que nous puissions utiliser au mieux notre temps limité. Tout d'abord, que vos questions soient concises. Une fois que le président se sera exprimé, nous allons vous inviter à vous approcher du micro le plus proche pour poser votre question. Je vous prie d'être concis afin que nous puissions permettre au plus grand nombre de personnes possible de s'exprimer. Retournez à votre siège une fois que vous avez posé votre question. Si vous avez préparé une longue déclaration et que vous voulez que le président le reçoive, mes collègues Melissa et Layson sont là pour recevoir de vos mains votre déclaration, donc donnez-leur et il les transmettra au président. Si vous avez une demande, la même chose, donnez-les à nos collègues qui les transmettront au président. Ceci dit, j'aimerais ouvrir le débat. Monsieur Malpass, la CSO veut vous entendre. Hier, vous avez rencontré le responsable de l'IFC pour parler de l'économie mondiale et de ce qui se passe dans les pays en développement. Je sais que vous avez parlé de la crise du développement. Je viens de l'Ouganda, un pays qui s'est heurté à tant de défis. Donc, qu'avez-nous à nous dire? Merci. Merci. Bonjour à tous. Les relations avec les organisations de la société civile sont essentielles pour la Banque mondiale, car alors que nous essayons de créer des programmes et des connaissances contribuant au développement, vos contributions, vos partenariats sont d'importance cruciale. J'arrive de la réunion du G24, j'étais à côté de Kristalina. Nous venons encore une fois d'exprimer encore une fois notre préoccupation sérieuse face à la situation dramatique à laquelle se heurtent les personnes des pays en développement et l'inquiétude que ceci ne risque de se poursuivre sur l'avenir. Les défis en termes d'inégalité auxquels se heurte notre planète très grave. Nos données et indicateurs le confirment. Nous venons de publier il y a quelques jours nos indicateurs de pauvreté. Il y a une augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême et une détérioration, ce qui est tout aussi inquiétant, du niveau moyen des revenus. Donc, pour la personne moyenne, lambda, dans le monde, leur situation s'est détériorée et il y a un impact sur l'ensemble des sensations du développement parce que si l'on regarde la qualité de la vie des gens dans un grand nombre de pays, non seulement ne s'est-elle pas améliorée, mais elle s'est sans doute détériorée dans bien des régions de notre planète. Cela est lié bien sûr au changement climatique qui impose de plus en plus de tensions sur les gens. Cela accroît les difficultés concernant la production des denrées alimentaires, leur survie et leur vie même, qui est une préoccupation redoutable. Kristalina et moi avons réussi à capturer cet élément lorsque nous en avons parlé avec le G24, ainsi que l'importance parmi tous les éléments du développement qui
existe. Comment essayer de trouver un espace budgétaire plus vaste, plus d'emplois, plus de financement à engager pour relever les défis du changement climatique qui sont redoutables. Lors de la réunion qui vient de s'achever, nous avons examiné la question du nouveau fonds fiduciaire que nous proposons et que nous allons lancer, qui s'appelle Scale, pour une action durable pour le climat. Il s'agira d'une manière pour la communauté d'investir davantage dans l'espace du changement climatique, en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre, où il y a un écart énorme entre le montant des financements disponibles et les besoins. Donc il s'agit de quelque chose d'un intérêt crucial pour les pays du G24. Excellent. Et vital pour les organisations de la société civile qui sont très inquiètes de ces revers de développement. Donc ce que vous venez de dire est particulièrement encourageant. Je sais que vous avez tous des questions aujourd'hui. Nous avons un grand nombre de personnes qui sont là, donc nous ne pourrons pas entendre tout le monde, mais encore une fois, pour ceux qui sont dans la pièce, approchez-vous du micro. Je vois que tout le monde se précipite, c'est très encourageant, oui, vraiment, très, très encourageant. Nous avons 200 personnes dans la pièce, donc si vous avez le temps de répondre à 200 questions, David, tout se passera bien. Sinon, nous avons aussi reçu des questions par texto que nous transmettrons au président, des commentaires. Donc, nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible, mais je vous en prie, soyez concis. Présentez-vous, dites quelle est votre organisation et posez votre question. Aaron, du Mouvement des Philippines pour la justice climatique. La crise du climat est une question de vie ou de mort pour la planète. Comment est-ce que la banque peut s'aligner sur les accords de Paris, étant donné que vous niez l'existence du changement climatique et en dépit des sciences climatiques récentes, la banque investit davantage dans le pétrole, le gaz et les gros projets d'énergie non renouvelables qui détruisent plus avant les réserves de ressources naturelles. Merci. Merci. Tenza Hu, du réseau Public Legal Aid du Myanmar. J'aimerais attirer votre attention sur le Myanmar, Monsieur le Président. La Banque mondiale a été au premier plan à la suite du génocide des Rohingyas et la banque a été très précise et très utile pour fournir des ressources importantes nécessaires pour le pays tout en se désengageant des forces armées. Mais après le coup d'État de 2021, les forces armées ont multiplié par 14 ce qui s'est passé au niveau de la communauté des Rohingyas qui frappe maintenant d'autres communautés, d'autres régions. Il n'est pas juste que pour le reste du monde, pour des pays tels que l'Afghanistan, la Birmanie et d'autres, qu'ils soient en concurrence pour les ressources. J'aimerais savoir quel est le programme post-Covid, post-coup d'État, qui sont des éléments dévastateurs pour tous les pays. Et nous aimerions savoir ce que vous prévoyez de faire pour nous. Merci. Une dernière question pour cette séance. Bonjour, Juliette Adams de le Hamilton Dance Day. Je suis candidate au groupe de travail du CSPF. Je représenterai l'Amérique du Nord selon la logique. Si les institutions multilatérales ne réagissent pas face à la corruption, en fait, elles en sont complices, ce qui préoccupe beaucoup les organisations de la société civile. Ma question est la suivante. Quelles sont les méthodes d'avenir créatives et audacieuses qu'envisage la banque avec le CSPF et son groupe de travail? Et est-ce que vous donneriez des délais et une personne pour qu'il y ait des discussions pour la protection de nos collègues? J'aimerais demander à mes collègues des organisations de la société civile de voter pour intensifier l'importance de cette question et son traitement. Merci. Merci, David. Écoutez, regardons les choses en face. Vous n'êtes pas quelqu'un qui nie le changement climatique. Est-ce que vous pouvez en parler de
du changement climatique. Écoutez, on me l'a dit, il est évident que les émissions de gaz à effet de serre anthropiques sont responsables du changement climatique. Il faut que nous passions à des méthodes constructives d'aller de l'avant. Vous avez parlé de l'accord de Paris, c'est une bonne chose. La Banque mondiale et d'autres banques de développement multilatérales travaillent en incluant un plus grand nombre de projets dans leur portefeuille. Sur ce point, un travail considérable est en cours dans notre bâtiment, au siège et dans nos installations du monde entier sur le rapport sur le développement, sur le changement climatique et les informations qu'il contient. Et j'invite les organisations de la société civile à assurer un suivi de ce rapport, en assurer la lecture. Il s'agit d'un diagnostic essentiel de la situation dans le monde. Je viens de passer 30 minutes avec Kristalina. Le FMI utilise le CCDR, ce rapport, dans sa programmation pays, et nous voulons que le monde s'en serve et nous aide à les améliorer. Il s'agit d'un diagnostic actif qui découle de notre plan d'action sur le changement climatique, qui est crucial pour l'atténuation et l'adaptation dont ont besoin les pays. Il s'agit de quelque chose qui vise bien sûr les pays en développement, et ceci s'inscrit dans notre partenariat et encourage les organisations de la société civile à lire, à participer. Nous avons besoin de plateformes pays par pays où il y ait des efforts coordonnés entre les banques multilatérales de développement, la Banque mondiale, les OSC et les populations, les OSC locales et les responsables des collectivités locales afin d'améliorer la qualité des programmes. Je le souligne, je ne nie pas le changement climatique. C'est une erreur que de me qualifier de cela. Nous travaillons très dur à la Banque mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à tous nos instruments, nos outils et nos programmes. Pour ce qui est de maintenant la question qui a été posée sur la corruption, puis je parlerai de Momti pour ce qui est de la question concernant le Myanmar. Pour ce qui est de la corruption, il s'agit d'un problème énorme dans les pays en développement et aussi dans les économies avancées. D'ailleurs, la Banque mondiale a des programmes. Je vais vous dire quelque chose ici. Ce n'est pas facile de les mettre en œuvre parce que lorsque l'on parle de corruption, cela exige que l'on nomme des pays et des systèmes. Nous le faisons par le biais de rapports. Nous venons de recruter un nouveau directeur pour les pratiques gouvernementales, Arturo Herrero, qui est l'ancien ministre des Finances du Mexique. Il va mener les efforts pour renforcer nos pratiques en termes de gouvernance. L'état de droit est essentiel pour la lutte contre la corruption. La transparence est fondamentale. Nous avons mené énergiquement les efforts sur la transparence à la Banque mondiale, qui en bénéficie d'un soutien, mais tout n'a pas été mené à bon terme lorsque les pays se heurtent à un problème de dette. Donc je tiens à féliciter la personne qui a parlé de la corruption. La Banque mondiale le fait par l'entremise des choix dans nos programme pays. Nous voulons intensifier ces efforts et travailler avec vous tous sur ce point. Quelques mots concernant le Myanmar, puis je verrai si Mumta peut y ajouter quelque chose. Nous sommes très inquiets pour la situation des réfugiés dans le monde, y compris les Rohingyas, en particulier dans les pays qui provoquent cette situation de réfugiés par leur action, leur traitement de minorités, de gens qui sont différents au sein de leurs économies. Ceci est toxique et nous en avons parlé de manière spécifique pour ce qui est du Myanmar et du gouvernement du Myanmar. Donc la question est correcte. Les plus vulnérables ne devraient pas devoir se mettre en concurrence avec d'autres personnes du monde pour des ressources trop limitées. Nous préparons un vaste rapport sur les réfugiés dans le rapport sur le développement mondial qui sera très important. J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé aujourd'hui, hier. Alors que les armes arrivent dans les pays, en particulier dans le Sahel et au sud du Sahel, c'est un problème d'ampleur universelle et nous devons
insister sur ces efforts à cause de la vulnérabilité qui s'accroît. Mais la question portait sur les Rohingyas et le Myanmar. Mamta? Oui, quelques mots si vous le permettez. Nous avons des ressources qui sont disponibles, tant pour les personnes dans le pays que pour ceux qui ont été déplacés contre leur gré. Nos efforts visent toujours à s'assurer que les ressources qui sont disponibles aient un impact sur le pays. C'est ce que nous essayons de faire. Nous avons un dialogue et les dialogues peuvent être difficiles dans un contexte comme le Myanmar. Nous essayons de veiller à ce que les ressources transférées ont un impact, ce qui peut se faire par le biais de programmes de filets de protection sociale, de filets de survie qui aident les gens à acheter des intrants agricoles et d'autres éléments dont ils ont besoin pour la production agricole. Cela peut se faire en aidant les familles à scolariser leurs enfants. Cela peut être en fournissant des services sociaux. Bien sûr qu'il y a des populations déplacées. Nous avons ce qu'on appelle le créneau des réfugiés au titre de l'IDA. Et ces ressources sont mises à la disposition des pays d'accueil des réfugiés afin qu'ils puissent fournir un soutien où qu'ils se trouvent. Et nous savons aussi, malheureusement, que dans la plupart des cas, les réfugiés restent dans les pays voisins une génération tout entière. Donc nous travaillons avec ces réfugiés et c'est une activité qui relève du développement parce qu'il s'agit d'une génération tout entière de personnes. Il ne s'agit pas de questions faciles à résoudre en tant que Banque mondiale, mais nous essayons de veiller à ce que les ressources que nous avons soient bien utilisées à l'appui des pays et des personnes dans les pays tel que cela est entendu. Et lorsqu'il y a des personnes déplacées, nous voulons leur fournir un soutien là où ils en ont besoin. Une réponse un peu longue, mais j'espère que cela vous explique ce que nous voulons faire. Merci. Merci, Mamta. Merci, David. Prochaine question. Merci, je m'appelle Jeannette Kaligui. Je suis présidente d'un programme pour des services aux personnes handicapées. Je représente les personnes en situation de handicap à travers le monde et en particulier en Afrique. Comme nous le savons, nous sommes en train de vivre en temps de crise. La Covid, l'Ukraine, le Mali. Les personnes en situation de handicap sont laissées pour compte et leur nombre continue d'augmenter. Je suis heureuse que des discussions soient en cours concernant des fonds fiduciaires. Je n'ai pas une question, mais simplement un commentaire. Il faut que les personnes en situation de handicap soient visibles, que leur situation soit inscrite à l'ordre du jour de la Banque mondiale, mais également que cela se reflète sur le terrain. Parce que très souvent, les projets sont mis en œuvre et sont conçus sans prendre en compte les personnes en situation de handicap. Et il faut pousser les gouvernements à avoir des budgets consacrés à ces personnes. Merci. Merci beaucoup, Jeannette. Prochaine question. Bonjour, Samatagi. Je m'appelle Lorita. Je suis basée en Indonésie. La Banque mondiale s'est engagée à développer des projets en Indonésie. 15 milliards de financements directs ont été engagés en carburant fossile et beaucoup plus encore de par des canaux indirects. Et tout cela mine l'action climatique. Qu'allez-vous faire pour changer cet état de fait dans mon pays et partout ailleurs dans la planète? Nous sommes en train de souffrir des conséquences du changement climatique. Merci. Merci. Prochaine question et dernière pour cette série. Bonjour, je représente Recourse. Et j'aimerais rebondir sur votre remarque concernant le rapport sur le climat et le développement. Je suis d'accord pour dire que tout cela est très important, mais j'aimerais dire que ces rapports se basent surtout sur les banques et il n'y a pas eu assez de consultation avec la société civile dans les pays où cela va être appliqué. J'aimerais également dire qu'il est important de savoir comment les choses vont se traduire dans le cadre de partenariat des pays, parce que pour l'instant, il n'y a pas de collaboration entre les deux côtés. Et je pense qu'il faudrait que cela soit testé auprès de la société civile et avec des experts dans le secteur de l'énergie dans les différents pays. J'aimerais savoir si il y aura également un alignement sur l'accord de Paris.
Merci, David. Merci beaucoup pour les questions. En effet, ce sont des questions toutes très importantes pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit d'une partie cruciale de nos programmes, en particulier dans les pays où il y a... En fait, c'est quelque chose d'important à l'échelle mondiale, mais on se concentre sur les programmes en particulier dans les pays où il y a des nombres importants de personnes handicapées. Et j'aimerais également souligner l'appel qui a été fait pour avoir des budgets de par les gouvernements. En effet, c'est quelque chose sur quoi on travaille dans le cadre d'un processus de dépenses publiques avec les gouvernements. Et je vais me tourner vers Mamta pour davantage de détails sur ce point. J'aimerais également évoquer les deux autres questions avant de le faire. Et après, je vais demander à Jürgen d'apporter un complément d'information. En ce qui concerne les centrales à charbon, j'aimerais dire qu'il est difficile d'obtenir les informations factuelles. La Banque mondiale n'a pas soutenu ce type de centrale à charbon depuis 2010, donc cela fait déjà un certain temps. Nous avons fourni des efforts pour nous détourner justement de ce type de centrale et j'aimerais ici que Jürgen apporte quelques détails supplémentaires. Ensuite, vous avez parlé des CCDR et vous avez parlé du type de contribution qui serait nécessaire. En effet, ces diagnostics sont nouveaux. Et la question était de savoir comment ces diagnostics font participer les OSC et les pays en eux-mêmes. Tout d'abord, il y a une contrainte de capacité à l'échelle mondiale et la Banque mondiale a déployé des centaines de personnes à travers le monde qui travaillent sur un nouveau diagnostic dont le but, c'est d'avoir ici des consultations. Il n'y a eu que 5 publications, il y en aura 20 d'ici la COP 27. Donc, ces rapports nationaux sur le climat et le développement, ces CDR, sont publiés de manière régulière et nous accueillons très favorablement les contributions des OSC et également des pays eux-mêmes. Il s'agit de faire en sorte que les idées sortent et soient mises sur la table. Il s'agit également de voir quelles sont les étapes pratiques à franchir en termes d'adaptation pour le Vietnam, par exemple. Nous avions des collaborateurs au Vietnam il y a à peine 2 semaines. Notre vice-président y était et il travaille avec nos équipes nationales sur la manière de mettre en œuvre ces rapports nationaux sur le climat et le développement. Et c'est quelque chose donc que nous applaudissons. Bien sûr, tout cela se concentre beaucoup sur la banque à l'heure actuelle parce que ce sont des rapports très nouveaux. C'est pourquoi ils sont très axés sur la banque. Ensuite, j'aimerais parler à l'Indonésie et je me tourne vers Jürgen concernant le fait qu'on finance encore des centrales à charbon. Merci David et merci à tous. Merci beaucoup pour la question. Nous-mêmes, nous sommes aux prises avec ces questions, croyez-moi. Jürgen est vice-président pour le développement durable et cela inclut le climat. Nous avons également Jennifer qui est avec nous. Oui, merci David. En effet, ce qui nous pose problème, c'est que il y a toujours cette rhétorique qui persiste selon laquelle on financerait à haute dose les carburants fossiles. C'est faux. Depuis l'accord de Paris, il y a 7 ans, les choses ont changé. On n'a pas prêté un seul dollar au sein de la Banque mondiale pour les carburants fossiles l'année passée. Pas un seul dollar. On peut parler des aspects indirects, on peut avoir cette conversation, mais notre trajectoire pour l'instant est en déclin fort et constant. Et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Personne ne souhaite investir dans les carburants fossiles s'il y a une alternative. Dans chaque pays, dans chaque projet, dans chaque cas, c'est la réalité. Donc en fait, c'est totalement trompeur de dire que l'on investit dans les carburants fossiles. C'est faux.
Pour les rapports nationaux sur le climat et le développement, ces CDR, il s'agit d'un instrument totalement neuf. Donc il faut essayer de comprendre comment faire le lien entre le développement et le climat. On expérimente. Tout d'abord, on a mis en place un pilote, on apprend de notre expérience, on a discuté avec toute une variété de groupes, y compris le monde académique, les gouvernements, la société civile, et nous menons pour l'instant, on n'a pas mené de consultations très larges, parce que d'abord, on souhaite comprendre comment faire, et ensuite, alors qu'on avance vers la prochaine série de rapports, on va pouvoir élargir la conversation pour savoir quelle est la meilleure manière de procéder. Voilà notre approche. On va injecter cela dans nos programmes pays. On le voit déjà. Je parlais avec l'Égypte ce matin. D'abord, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas très au clair concernant l'utilité de ces rapports. Mais maintenant qu'on discute vraiment au niveau du ministère, on se rend compte que c'est quelque chose qui va être intégré à l'avenir. Et on se réjouit de pouvoir interagir avec les pays sur ce point. Merci pour la question des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous souhaitez en parler ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et là encore, j'ai eu une réunion très récemment avec notre groupe social et c'est une priorité à la fois à l'interne en tant qu'institution parce que on engage beaucoup d'efforts à ce sujet, mais également dans nos relations avec les clients. Il y a des aspects juridiques qui doivent être pris en compte et également au niveau de l'application des projets. Merci, merci beaucoup. Nous avons d'autres questions qui arrivent, mais je voudrais vous rappeler que nous sommes en direct et nous sommes interprétés en arabe, en espagnol, en français. Également, nous avons de l'interprétation en langue des signes. En effet, c'était quelque chose qui faisait partie du feedback et donc on l'a incorporé. Merci, je m'appelle Ahmed, je suis de Jordanie et je suis à la tête d'une organisation qui fait partie du groupe consultatif pour la Banque mondiale et nous avons des réunions régulières. Ma question est la suivante. La Banque mondiale, le FMI parle de l'inflation, du ralentissement de l'économie. Est-ce que vous avez des plans spécifiques ou des politiques spécifiques pour les prochaines années concernant la possibilité pour la société civile de prendre part à la prise de décision concernant la cohésion sociale, l'emploi, en plus de ce que vous faites avec les gouvernements, en particulier pour la région MENA? Merci. Merci. Je suis le fondateur de Future International Foundation. J'aimerais, avant de poser ma question, dire que nous avons des jeunes qui ont participé au sommet récent de la Banque mondiale. Il y a des jeunes qui viennent d'Australie, qui sont présents aujourd'hui. Et j'aimerais dire qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la jeunesse et inclure les jeunes dans ces discussions. On a parlé de la société civile, certes, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Nous devons nous assurer que chacun puisse participer. Nous avons également été aux Nations Unies. Nous avons passé beaucoup de temps à bâtir des dialogues et des relations. J'aimerais savoir quelle est votre vision concernant l'inclusion de la jeunesse pour s'assurer que les voix des jeunes soient entendues. Hier, on a parlé notamment de militants qui travaillent depuis 2018 au sommet du climat. Merci, je vois le temps qui passe et je vous invite à... Je crois que votre question a été bien comprise. Je crois que l'on peut continuer. Merci. Merci, je m'appelle Ora Kochi, je suis d'Allemagne. Et concernant le réchauffement planétaire, le changement climatique, je vous ai entendu parler d'action. J'aimerais savoir si vous envisagez de parler avec Exxon afin qu'ils arrêtent leurs activités au large du Guyana, s'il vous plaît. Merci. Je vais commencer avec cette question. En fait, on n'est pas très actif au Guyana. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter un complément d'information aujourd'hui. Il y a-t-il... OK. Votre
question a été très bien comprise. En effet, il y a des forages en mer par Exxon au large de Guyana. Tout cela est lié à la question des carburants fossiles. En tout cas, on a compris votre commentaire et j'aimerais maintenant passer à la jeunesse. J'aimerais faire le lien avec la Jordanie. J'étais en Jordanie il y a un an et la Jordanie a un problème de jeunesse, pour ainsi dire. Comme beaucoup de pays de la région MENA, nous voyons une pyramide démographique qui pose un défi avec beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Il y a des petites entreprises qui fournissent des emplois aux jeunes dans la région. Et en fait, il y a eu une récompense qui a été décernée à une entreprise dans la région qui s'élargit rapidement, pas seulement à Amman, mais également dans d'autres plus petites villes de Jordanie. Et en utilisant la combinaison des compétences en arabe et en anglais, cette entreprise est à même de servir différents clients au sein de la région. Donc, ça a été quelque chose de très intéressant. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que cette entreprise pouvait créer beaucoup d'emplois pour des jeunes, parce qu'il s'agissait d'avoir des compétences intéressantes pour les jeunes, c'est-à-dire être ici en personne, agir de manière interactive. J'aimerais également rebondir sur ce qui a été dit sur la société civile et la cohésion sociale. En effet, ce sont des défis très importants au sein des programmes de la Banque mondiale dans les pays de la région MENA, mais également ailleurs. Nous reconnaissons également l'importance du rôle des femmes au sein de la société. Également l'importance de combattre la violence à l'encontre des femmes. C'est un problème qui persiste à travers le monde, également dans les pays en développement. Et il y a des programmes vastes qui ont été mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Nous dialoguons avec la société civile dans ces pays de manière très active et c'est un élément essentiel. J'ai rencontré le roi Abdullah en Jordanie, puis à New York la semaine passée et nous avons eu des discussions prolongées sur la manière dont la Jordanie peut utiliser les ministères pour mettre en œuvre de manière efficace des programmes qui visent les jeunes et la manière dont tout ce processus peut s'élargir. Donc voilà pour donner quelques éléments de contexte concernant cette question. J'aimerais revenir sur la question du défi mondial. Les capitaux restent bloqués dans les économies avancées. Le grand problème, ce sont les éléments démographiques de certains pays en développement qui s'accélèrent. Cela veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'emplois au Burkina Faso, au Niger. Oui, je connais les chiffres. Et une vaste proportion de la population à 5 ans et moins. Ce qui veut dire que le problème de la création d'emplois ne concerne pas simplement cette année ou l'année prochaine, il va continuer pendant 20, 30 ans. Et nous avons besoin de trouver des solutions pour avoir de meilleures affectations de capitaux pour le pool mondial de capitaux à destination des pays en développement qui en ont besoin et surtout les emplois pour les jeunes, avec en plus les défis de l'insécurité alimentaire, du changement climatique, les besoins d'inverser les pertes en termes d'éducation. Momta en a parlé. Nous avons notre rapport sur l'éducation qui vient d'être publié. J'aimerais prendre un instant là-dessus. Nous travaillons activement avec les organisations de la société civile et les agences de l'ONU. Nous avons une grande conférence à New York incluant l'UNICEF, l'UNESCO, la Fondation Bill et Melinda Gates et un grand nombre d'entre vous. Le groupe s'était unifié autour de 4 grands axes pour tenter d'inverser les pertes enregistrées en termes d'éducation, de pauvreté, le déclin et au niveau des acquis fondamentaux. Donc, je vais parcourir cela très rapidement. Les écoles doivent se rouvrir. Cela ne s'est pas encore fait dans un certain nombre de pays. Les filles sont laissées de côté de manière systématique. Nous avons besoin que les écoles enseignent aux étudiants en fonction de leur niveau. S'il y a
un changement de ce côté-là. On ne peut pas dire que c'est simplement un élève qui n'a que 12 ans et donc il doit apprendre à un certain niveau. Les enfants ont besoin des éléments fondamentaux de l'éducation, l'alphabétisation, savoir compter, savoir lire, savoir écrire. Et réduire ces fondements ont été réduits parce que les écoles étaient fermées. Et nous, Banque mondiale, voulons nous assurer que ces dépenses sont reconnues comme des investissements d'importance critique pour le pays. Écoutez, pour l'organisation de la société civile et la MENA, vous êtes allé au Maroc, vous avez visité un certain nombre d'écoles. Est-ce que vous pourriez en parler pour les exemples des pays clients? Écoutez, je vais revenir là-dessus. Pour chaque pays, dans chaque pays, j'essaie de me rendre dans les écoles. Je suis allée au Mozambique, en Cisjordanie, en Jordanie. Certains sont encourageants, d'autres moins. Au Maroc, ils ont commencé par un soutien énergique particulier de la part des organisations de la société civile pour les écoles maternelles. Et ils ont réussi à scolariser 200 000 enfants, tout ceci fondé sur un modèle qui semble possible d'étendre. Les OSC peuvent nous aider à avancer. Si vous voyez un programme qui fonctionne bien dans un pays, nous voulons le décupler ou le multiplier par 100, mais il n'est pas facile pour nous d'auto-évaluer ce qui se passe, dire ce programme-ci est particulièrement important. Donc les dons les informations passent, les dons sont fournis par la Banque mondiale au ministère de l'Éducation, qui transmettent ensuite aux groupes responsables du fonctionnement des écoles et que l'on détermine de la sorte ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin qu'il y ait une acceptation par la communauté. C'est un programme que nous essayons d'étendre autant que faire se peut. Je vous remercie de souligner l'importance de la participation des organisations de la société civile. Je vous en prie, soyez les plus brefs possibles. Nous avons quelques minutes, vraiment, c'est tout ce qui nous reste. Christia Kiseka avec la campagne mondiale pour l'éducation des États-Unis. Merci de vos remarques fort éducatives. Vous le savez, nous traversons une crise. Selon l'UNICEF, dès le début de l'année, plus de 650 000 enfants restaient déscolarisés. Il s'agit avant tout de réfugiés, de filles, de personnes porteurs de handicap et autres. J'aimerais en savoir davantage sur ce que fait la Banque mondiale pour faire face à ces carences de l'éducation créées par la Covid et surtout comment vous aider à rescolariser les enfants. Mick Dawi, je suis de la coalition du Fonds arabe où nous travaillons avec dans l'Afrique du Nord. La Banque mondiale est une des premières institutions à avoir reconnu que l'engagement des citoyens est important pour le succès du développement, avant même les ODD. Mais depuis lors, l'espace diminue, se contracte comme une peau de chagrin. Il y a des consultations discrètes et cela semble être un simple exercice de cocher des cases. Les consultations ne sont plus organisées directement par la Banque mondiale. Est-ce que la Banque mondiale croit vraiment que l'engagement des citoyens peut être une opportunité, un avantage pour le développement ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas inclus dans les diagnostics pour les pays? Deuxième question, la Banque mondiale a publié une grande déclaration en avril 2020 avec une tolérance zéro pour les représailles. Nous attendons de savoir comment vous allez mettre ça en œuvre. Merci. Merci, soyez bref. Je travaille pour le Budget Office Network. Il est clair que la question mondiale affecte tous les pays. Il y a des millions de personnes qui sont touchées. Regardez la Sierra Leone qui a traversé la crise d'Ebola, le Covid, la guerre de l'Ukraine. Nous sommes très vulnérables au changement climatique, notre taux d'endettement. Et malgré cela, le pays paye sa dette à des coûts très élevés.
et les gens perdent des services. La Banque mondiale est-elle prête à encourager l'annulation de la dette pour les pays dans des situations aussi difficiles et passer des accords pour s'assurer que ce sont les pays qui ont vraiment besoin d'un allègement de la dette qui bénéficient d'une annulation de la dette? Je vous remercie. Oui, oui et oui. Éducation, engagement des populations et annulation de la dette. La Banque mondiale travaille au quotidien pour essayer d'accélérer le processus d'allègement de la dette pour les pays qui ont des niveaux de dette insoutenables. Encore une fois, je viens de passer un moment avec Kristalina au G24. Je vais revenir sur les principes que nous prônons malgré la résistance du reste du monde. Vous le savez, le cadre commun est bloqué au Tchad. Le protocole d'accord ne permet pas d'alléger la dette. Nous travaillons très dur pour que le protocole d'accord pour la Zambie soit signé le plus rapidement possible afin qu'il soit possible d'alléger la situation de la Zambie. Un grand nombre d'organisations œuvrent contre cela alors que nous, Banque mondiale, nous poussons par nos programmes avec le FMI, avec le pays, en faveur d'une accélération de ce protocole d'entente. Je l'ai dit au G24, je vous encourage à nous appuyer. Pour nous, nous envisageons un système de restructuration ou d'allègement de la dette qui permettent à tous les créanciers d'intervenir au début du processus et qui rassemblent les pays eux-mêmes. On a tout un tas d'efforts qui ont été faits pour les réductions de la dette, mais les pays créanciers et les pays débiteurs se sont séparés, ils ne discutent pas ensemble. Nous voulons que les pays se rassemblent dès le début et parlent ensemble afin de trouver une analyse de la soutenabilité de la dette afin que l'on arrive à nos résultats. Nous voulons davantage de transparence, donc l'aspect principal du processus de la dette est donc de pousser énergiquement vers la transparence. Nous le faisons de manière très énergique. La partie des statistiques sur l'endettement dans le contexte de la Banque mondiale est important. Nous y publions les différents types d'endettement des pays et nous essayons de renforcer la transparence. L'engagement des populations, des citoyens est essentiel, bien sûr. C'est une activité de vulgarisation très active. J'aimerais transmettre une partie de cette responsabilité aux OSC. Nous faisons une partie du travail de manière systémique, mais vous devriez, je vous encourage, je vous invite à pousser au niveau de l'engagement des populations pour que ceci soit partie intégrante de l'activité du pays et le faire par le biais de chacun des secteurs. Christy a posé la question d'en savoir davantage sur ce que nous faisons au niveau de l'éducation. Vous savez que la Banque mondiale est le plus grand financier extérieur de programmes d'éducation. J'en ai parlé déjà. Il y a le programme du Maroc et il y en a bien d'autres. Nous travaillons dans un grand nombre de pays. Nous essayons de concevoir des programmes qui fonctionnent. Ce qui fonctionne différemment dans les différents pays, parce que certains pays ont besoin d'éducation primaire, d'autres d'inclure les fillettes dans l'éducation, d'autres un rapprochement géographique. Cela peut impliquer des questions de transport, comme par exemple en Tanzanie, le transport des fillettes en toute sécurité jusqu'à l'école, au Pakistan, la même chose. Donc il y a tout un tas d'éléments. Je ne peux qu'encourager chacun d'entre vous à ce que ces questions soient examinées de manière plus détaillée en consultation avec Mumta Murty et le processus de développement de la Banque mondiale, ainsi que tous nos programmes pays. Merci. David, encore quelques minutes pour que nous entendions encore quelques questions. 3 questions. Le président a une autre réunion, donc je vous en prie, soyez concis. Mais il est prêt à répondre, alors profitez-en. Bonjour, Monsieur le Président. Vous reconnaîtrez sans doute avec moi que la Covid-19 et la crise entre la Russie et l'Ukraine sont source de troubles économiques sérieux pour les citoyens du monde. Après votre réunion avec le G24, qu'avez-vous remarqué
Qu'est-ce qui va changer au niveau des politiques gouvernementales? Quelles sont les politiques qui pourraient avoir un impact sur l'augmentation de la dette publique? Merci. Abdoulem Fatouma de Sierra Leone. Je travaille pour la campagne pour les droits de la personne et le développement. Merci. Merci. Rodolfo Andone de Ebon International. Je partage un grand nombre des préoccupations exprimées par mes collègues concernant la crise climatique. J'aimerais savoir si la banque estime que le gaz naturel correspond aux objectifs de l'accord de Paris, des accords de Paris. Merci. Merci. Juliana Nansaba de Open Society Foundation. Ma gratitude d'être un champion de la transparence de la dette. Je sais que vous êtes très pressé, mais il me semble logique que si nous avions davantage de transparence de la dette, les populations tiendraient leur gouvernement plus responsable pour la viabilité de la dette. Est-ce que la banque a envisagé de demander aux pays qu'ils révèlent leur niveau d'endettement avant d'être autorisés à emprunter auprès de la banque? C'est vraiment la dernière question. Je suis désolée. Allez, la dernière question. Nous avons des gens qui sont disponibles après pour répondre à d'autres questions encore. Oui, nous avons l'IFC, Elena est là, ils ont une autre conversation avec les organisations de la société civile tout à l'heure. Il y a le forum des organisations de la société civile qui va durer toute la semaine, donc nous pourrons continuer à examiner ces questions. David, est-ce qu'il peut poser sa question? Je croyais qu'il n'était plus le dernier. Bon, je vais essayer de poser ma question avec une réponse rapide. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez dit que vous étiez un scientifique, il y avait déjà une certaine frustration de la part des organisations de la société civile disant qu'on ne donnait pas la priorité au développement d'un programme de lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a de nouveaux engagements de la banque pour ce qui est du programme d'action concernant le changement climatique? Le climat est clairement une de nos priorités. Nous sommes un plus grand contributeur en matière de financement de lutte contre le changement climatique. Nous reconnaissons la situation et nous nous assurons que le développement sensible au climat soit intégré. Ensuite, on passe à des projets spécifiques. Il faut regarder quels sont les impacts de nos actions. On investit dans des projets, dans des actions climatiques de manière générale et nous l'avons déjà fait dans l'année qui s'est écoulée. 31,7 millions de dollars qui ont été investis à cette fin et par rapport aux impacts, ils sont également importants. Ensuite, donc j'aimerais vraiment réfuter cet argument selon lequel le climat ne serait pas une priorité de la Banque mondiale. Nous avons dépassé la cible des 35%. Et si vous réfléchissez à tous les besoins de développement du monde, on voit qu'il y a l'éducation, la santé, la nutrition, l'enfance, les infrastructures, etc. Si vous regardez tous les besoins des pays, alors vous voyez que la Banque mondiale a investi 36% de ses ressources dans des co-bénéfices climatiques. Donc c'est quelque chose qui fait du climat une des priorités clés pour la banque. Et tout cela dans un contexte où beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc de manière simultanée, nous souhaitons nous assurer que nous ayons une énergie propre pour l'électricité parce que c'est quelque chose qui répond à des besoins critiques tels que l'éducation pour permettre aux enfants d'avoir un accès à l'électricité pour pouvoir étudier ou pour pouvoir interagir avec des personnes se trouvant ailleurs. Donc c'est l'une des priorités les plus importantes pour la Banque mondiale. C'est très clair en tout cas au sein de la banque et j'espère que ça l'est aussi à l'extérieur. La Banque mondiale seule finance davantage que tous les autres, par exemple la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, etc. Toutes ces organisations. La Banque mondiale met davantage de ressources dans le financement du climat.
Ensuite, pour le gaz naturel, pour terminer, la question était très spécifique. Elle était de savoir si l'on estime que le gaz naturel est aligné sur l'accord de Paris. Et la question sur laquelle on travaille maintenant, et là je me tourne vers Jürgen, c'est de savoir si le gaz naturel est aligné sur Paris. C'est un peu différent de l'alignement sur l'accord de Paris. Il y a des pays qui font partie de l'accord de Paris et qui agissent sur les contributions déterminées sur le plan national dans le cadre de l'accord de Paris, qui prévoit un niveau d'activité par pays. Et donc là, il y a tout un éventail de contributions déterminées sur le plan national. On essaye de faire en sorte que les pays aient des contributions qui soient significatives et qui aient un impact pour la réduction des gaz à effet de serre. L'accord de Paris, cependant, a d'autres objectifs aussi. Donc, on se concentre vraiment sur la réduction des gaz à effet de serre et des émissions de par la décarbonisation et en réduisant l'intensité en carbone de plusieurs secteurs. Il y a une reconnaissance de la part de la communauté internationale du fait que s'il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que si les pays n'ont pas d'autre option, alors le gaz naturel fait partie d'un plan d'élargissement de l'accès à l'électricité et permet également de passer à des carburants moins intensifs en carbone. Et je pense qu'il faut reconnaître la réalité de ce qui se passe à travers le monde. Il y a une utilisation accrue de bois par les économies avancées, utilisation accrue de charbon également. Et ce que je crains lorsque je parle avec les pays en développement, c'est que ces pays sont exclus par la demande européenne en énergie et en charbon, et donc ces pays se retrouvent exclus de cette manière, et il faut justement changer les choses. C'est pour cela que je vous ai parlé de notre initiative sur le méthane, également l'initiative Scale dont j'ai parlé, issue du G24. Donc il y a plusieurs grandes initiatives de la Banque mondiale sur lesquelles on travaille en vue de la COP 27. Et ce sont des initiatives qui sont fortement axées sur l'accord de Paris, nous permet d'aligner nos propres opérations et permet également aux pays d'être conformes à l'accord de Paris. En effet, c'est une question cruciale parce que cela représente un coût énorme pour les pays. Cela signifie que ces pays se voient contraints à réduire leurs dépenses en matière de santé, d'éducation ou d'autres secteurs. Donc nous sommes véritablement à l'avant-garde de cet effort visant à promouvoir la transparence de la dette pour les pays. Et la personne qui a pris la parole a tout à fait raison. Nous avons besoin de davantage de transparence. Nous le faisons de par l'IDA, de par le programme de développement durable financier, ce qui fait un lien entre les prêts de l'IDA, et comme vous le savez, l'IDA octroie beaucoup de prêts, et l'augmentation de la transparence par les pays dans le cadre de leurs contrats de dette. C'est quelque chose qui va nous aider également avec la réduction des carburants fossiles. Comme la question l'a très bien dit, si les contrats étaient visibles, alors les pays n'agiraient pas de la manière dont ils agissent à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il faut consolider sur la base de cela avec les ambitions climatiques, les ambitions à d'autres titres, et je pense que la transparence va pouvoir nous permettre d'avancer dans la bonne direction, également sur la question de la dette publique qui faisait également partie de la question. Voilà, cela étant dit, je vous remercie. Merci pour ces excellentes questions. Merci également pour ce dialogue très important que nous avons ici entre la Banque mondiale et les organisations de la société civile. Nous apprécions beaucoup vos contributions. Nous nous réjouissons également de notre dialogue permanent avec vous pour voir comment nous pouvons toujours nous améliorer. Merci beaucoup, David. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette discussion. Nous ne pouvons plus prendre de questions.
J'espère pouvoir continuer cette conversation. Désolé, David a une autre réunion. Alors, une dernière question. Je m'appelle Luisa Gomez, je suis avocate. Ma question est la suivante. Elle porte sur les femmes. Il y a beaucoup en cours. Mais selon les normes internationales des droits de la personne, lorsqu'il y a un impact, il faut trouver une manière d'atténuer cet impact. Donc, j'aimerais savoir quel est l'engagement de la Banque mondiale pour trouver des recours concernant ces projets actuels de la Banque mondiale et quel est l'engagement par rapport aux projets qui ont le tampon de la Banque mondiale. Thank you so much. David, do you want Mamta to take it? I'm pointing at Elena because I know. So. Merci pour la question. On travaille de manière active sur cela. On a une protection à multiples couches pour les personnes au sein des projets. C'est quelque chose qui fait partie du cadre environnemental et social du côté de l'IFC. Et peut-être que Hélène pourra apporter quelques informations supplémentaires. Au sein de la banque, nous avons également une première ligne de défense qui consiste en votre feedback et le feedback des personnes concernées vers la Banque mondiale au début du projet et pendant le projet. Ensuite, il y a justement un système de règlement des différends qui s'intitule, j'ai oublié le nom, je me tourne vers mes collègues. Alors, c'est un système de règlement des différends, donc on a plusieurs couches et en fait, on essaye toujours d'améliorer ces différents mécanismes. On a un panel d'inspection également. Je me tourne vers Elena. On travaille de manière active avec la société civile justement sur des solutions de recours. Et je crois que notre effort conjoint doit viser à éviter les projets qui peuvent poser problème. Et une fois qu'il y a un problème avéré, alors il faut qu'il y ait la possibilité pour la direction de régler ce problème. Et il faut également pouvoir voir quelles sont les prochaines étapes à franchir. Oui, merci. J'aimerais élaborer sur les propos de David. Pour nous, le plus important, et on y travaille, c'est justement d'essayer de prévenir des dommages. Et ensuite, nous tentons également de renforcer les capacités de nos clients à réagir. Et en fin de compte, ce sera la responsabilité de nos clients parce que nous les finançons. Il incombe à nos clients d'avoir les capacités nécessaires. Comme vous le savez, on est en train de travailler sur un cadre d'action immédiate. On travaille également avec des projets pilotes. On a eu une discussion avec le Conseil concernant une sortie responsable de nos investissements et on a promis alors aux organisations de la société civile qu'on les consultera comme on l'a fait il y a un an et on va le faire au cours des prochains mois. Mes collègues et moi allons organiser un autre atelier avec les organisations de la société civile et je sais qu'il y a un événement également à 3 heures cet après-midi. Ce sera l'occasion de répondre à davantage de questions. Merci beaucoup, David. Voilà, il s'agit de système de redressement des torts. C'est une première ligne d'action que l'on a au sein de la banque qui est très utile pour répondre à ce type de problème. En tout cas, du point de vue du rapport coût-efficacité et efficience, si le but c'est d'avoir un différend qui dure pendant 10 ans sans résolution, alors c'est différent. Mais ce que l'on souhaite de manière générale, c'est de faire en sorte de régler ces différends et rectifier ces torts de manière rapide. C'est pour cela qu'on a ce mécanisme de première ligne de défense et ensuite on a plusieurs couches qui se superposent et qui fonctionnent de manière très efficace. On a fait une refonte en
tiers du processus du panel d'inspection. Les organisations de la société civile ont été très impliquées dans cela et c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'il y a beaucoup des différends qui sont réglés en amont. C'est un grand succès de la banque en fait et je crois qu'il faut le noter. Merci beaucoup David et sur ces commentaires, je crois que nous pouvons terminer notre discussion. Merci à toute l'équipe, merci aux participants. Thank you, everyone. Hope we get to see you in the other events that are taking place. Have a good day.